Après 15 ans de mariage, l'avocat de ma femme m'a signifié les papiers du divorce, sur mon lieu de travail. Elle obtient tout, y compris la garde exclusive, a-t-il jubilé, avec arrogance. Vos enfants ne veulent même plus porter votre nom. J'ai souri, puis je lui ai remis une enveloppe scellée. Livrez ceci à votre cliente. Le soir même, mon téléphone a explosé, et sa mère criait, en pleurs, « Comment as-tu pu découvrir notre secret, gardé depuis 15 ans ?» Connor et Madison le connaissent à peine. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Carter Reynolds. J'ai 42 ans, et je dirige Reynolds Security Solutions. Rebecca. Mon épouse depuis 8 ans, vient tout juste de dire cela à mon sujet à Ethan. Morrison, un homme que je considérais, pourtant, comme mon ami. J'ai entendu chaque mot, très distinctement, grâce à mon système de surveillance. Il se trouvait au Ritz-Carlton, en plein centre-ville, dans la chambre 2847. Rebecca portait un bracelet en diamant d'une valeur de 15 000 $, un bijou que je ne lui avais jamais offert. Ethan l'avait acheté en utilisant 23 000 $ qu'il avait volé directement sur notre compte joint. Rebecca a ri, en disant « Mes enfants me connaissent à peine. » Ethan a ajouté « Après le divorce, ils comprendront. Papa n'était jamais là. » Rebecca a hoché la tête. Approbatrice. Nous ferons en sorte, cependant, qu'il voie la vérité. 8 ans de mariage, 12 ans dans le service de renseignement de l'armée, et 15 ans passés à bâtir mon entreprise, pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 2,3 millions de $. Ces idiots pensaient pouvoir tout me prendre. Si vous aimez les histoires de tricheurs qui obtiennent exactement ce qu'ils méritent, cliquez sur j'aime, et abonnez-vous dès maintenant. Nous publions de nouvelles histoires tous les jours, chacune plus folle que la précédente. En 2013, j'ai quitté l'armée, après 12 ans passés dans le renseignement militaire. J'ai fondé Reynolds Security avec 50 000 $ d'économie, et un simple ordinateur portable. Nous faisions du conseil en sécurité d'entreprise, pour aider les sociétés à protéger leurs données, leurs dirigeants, ainsi que leurs secrets. Les entreprises paient très cher pour recruter quelqu'un qui pense précisément, comme les criminels. J'ai rencontré Rebecca Walsh lors d'un dîner de charité, organisé pour l'hôpital pour enfants de Chicago. Elle avait 28 ans. Et j'en avais 34. Elle travaillait comme promotrice immobilière, spécialisée dans les appartements de luxe en centre-ville. Elle était d'une beauté à couper le souffle, avec des cheveux au burn, et une assurance naturelle qui attirait tous les regards. Rebecca avait grandi dans la richesse. Son père, Robert Walsh, est sénateur américain. Sa mère, Patricia Walsh, est juge fédéral. Ils vivaient dans une immense maison de 3 millions de $, à Lincoln Park. Ils ont envoyé Rebecca dans des écoles privées, tout au long de sa vie. Elle s'attendait à recevoir le meilleur, en toutes circonstances. Notre premier rendez-vous m'a coûté 3 cents $. Nous avons dîné chez Alinea, le restaurant le plus chic de Chicago. Rebecca a ordonné le vin le plus cher de la carte, sans même regarder les prix. Cela aurait dû être, pour moi, un premier signal d'alarme. Les choses sont allées très vite entre nous. Au bout de 6 mois, elle passait la plupart de ses nuits dans mon appartement. Après un an de relation, j'ai fait ma demande en mariage, avec une bague de 3 carats qui m'a coûté 18 000 $. Soit l'équivalent de 2 mois de salaire. Le mariage fut exactement tel que Rebecca le souhaitait. Nous avions convié 200 invités à la Palmer House, avec un bar ouvert, et un dîner de 7 plats. Le coût total s'est élevé à 85 000 $, et j'ai tout payé moi-même. Les premières années, j'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie. Mon entreprise se développait rapidement, et Rebecca gagnait très bien sa vie, en vendant des appartements haut de gamme. Nous avons acheté une maison de 4 chambres à Lincoln Park, pour 1,2 million de $.
2 BMW étaient garés dans l'allée. Nous partions en vacances en Europe 2 fois par an. Rebecca adorait le style de vie que ma réussite nous offrait. Elle achetait des vêtements de créateurs chez Nordstrom, faisant des séances de shopping à $3000, sans même y réfléchir. Nous voyagions toujours en première classe, et nos dîners comptaient des plats à $60. L'unité. Elle aimait répéter à ses amis à quel point son mari réussissait. En 2016, je gagnais d'importantes sommes d'argent. Reynolds Security comptait désormais 12 employés, et gérait de grands contrats d'entreprise. C'est alors que Rebecca m'a dit qu'elle était prête à avoir des enfants. Connor est né le 15 mars 2016, à 3h22 du matin, pesant un peu plus de 3,2 kg. Il a hurlé si fort que les infirmières de la pièce d'à côté l'ont entendu. Madison est née 12 minutes plus tard, pesant environ 3 kg. Elle était si calme que nous nous sommes inquiétés. Ces 2 enfants parfaits ont absolument tout changé pour moi. J'ai commencé à travailler de plus longues heures, à accepter des clients plus importants, et à me dépasser encore plus qu'à l'armée. Chaque contrat signé, chaque nuit tardive au bureau, tout était fait pour assurer leur avenir. Rebecca semblait, au départ, comprendre mes efforts. Elle m'apportait du café lors de mes longues sessions de travail nocturnes, et me massait les épaules lorsque les dossiers me stressaient trop. Elle se vantait, auprès de ses amis mamans, de mon dévouement pour notre famille. En 2018. Cependant, les choses ont changé. Rebecca avait des conversations téléphoniques qui s'interrompaient brusquement dès que j'entrais dans la pièce. Elle a commencé à se rendre à des événements mondains sans moi, comme des galeries d'art, des dîners de charité, ou des soirées professionnelles. Lorsque je lui demandais pourquoi je n'étais pas invité, elle me répondait, de toute façon. Tu es toujours trop occupé par ton travail. C'est à cette époque qu'Ethan Morrison est apparu. Rebecca me l'a présenté comme un partenaire commercial. L'homme avait 35 ans, était divorcé, et n'avait pas d'enfant. Il conduisait une BMW M5 noire, portait des costumes sur mesure de grande valeur, et possédait un charme naturel très facile. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce, et capter l'attention de tout le monde, en moins de 10 minutes. Rebecca m'a expliqué qu'Ethan avait des contacts dans l'immobilier commercial, ce qui l'aiderait pour ses projets d'expansion. Il devait s'associer sur un grand projet de développement en centre-ville. Elle passait de longues heures à son bureau pour planifier leur stratégie, puis elle rentrait à la maison en me répétant à quel point il était brillant. J'ai tout de suite apprécié Ethan, ce qui fut une erreur stupide de ma part. Il venait dîner chez nous toutes les quelques semaines, apportant des bouteilles de vin coûteuses, d'une valeur de plus de $100. Il avait toujours des cadeaux pour Connor et Madison, comme des jouets, des livres, ou des peluches. Les enfants l'adoraient. Après le dîner, Ethan et moi nous installions dans mon salon, buvant du whisky tout en discutant de sport, de politique, ou de stratégie d'entreprise. Il semblait sincèrement s'intéresser à mon travail, posant des questions intelligentes sur la sécurité des entreprises, et exprimant une grande admiration pour mon service militaire. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que chaque conversation était, en réalité, une collecte d'informations tactiques. Chaque question sur mon entreprise lui permettait d'apprendre comment la détruire. Chaque compliment n'était qu'un moyen d'étudier mes faiblesses, afin de comprendre comment exploiter ma confiance. En 2019, l'attitude de Rebecca envers moi a complètement changé. Tout ce que je faisais l'agaçait, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, mes heures de travail, ou la manière dont je reprenais les enfants. Les disputes éclataient sans aucune raison. Les enfants ont besoin que leur père soit présent, me répétait-elle lors de nos conflits, précisément au moment où j'étais le plus stressé par mon travail. L'argent ne fait pas tout, Carter, la famille devrait passer en premier. Cette ironie me mettait hors de moi. Je
travaillais 70 heures par semaine, uniquement pour ma famille. Chaque contrat, chaque client, chaque nuit blanche, tout était fait pour que Rebecca et les enfants puissent vivre dans notre magnifique maison. Je voulais que les jumeaux puissent fréquenter la meilleure école privée de Chicago, et que Rebecca puisse maintenir le style de vie aisé de son enfance. Pourtant, malgré ses critiques constantes sur mon emploi du temps, Rebecca n'a jamais proposé de réduire nos dépenses. Elle voulait toujours des vêtements de créateur, dont le prix dépassait le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle exigeait toujours des vacances de luxe en Toscane, ou sur la Côte d'Azur. Elle voulait toujours des dîners onéreux, où les bouteilles de vin coûtaient plus de 2 cents. Pendant ce temps, Ethan est devenu un élément permanent de notre quotidien. Il arrivait le samedi matin, les bras chargés de café raffiné et de bagel. Il assistait au match de football de Connor, au spectacle de danse de Madison, et m'aidait à coucher les enfants. Il venait souvent dîner, et leur lisait des histoires avec des voix amusantes qui les faisaient rire. J'ai confié à Ethan des choses que j'aurais dû garder pour moi, comme des détails sur mes plus gros clients, sur les entreprises qui craignaient des fuites de données, ou sur les dirigeants qui avaient besoin de protection. Je lui ai parlé de nos finances familiales, de nos comptes d'épargne, de nos portefeuilles d'investissement, et de nos polices d'assurance vie. Je pensais parler à un ami. Mais je transmettais, en réalité, des renseignements précieux à un ennemi qui planifiait de détruire ma vie. Le point de rupture est survenu en février 2020. Je rentrais tout juste d'une mission d'une semaine à Seattle. Une entreprise technologique avait subi une fuite de données, ce qui nécessitait une gestion de crise immédiate. Le client m'avait payé 75 000 $ pour 7 jours de travail. J'étais épuisé, mais impatient de passer du temps en famille. À la place, je suis entré dans une maison qui semblait remplie d'inconnus. Rebecca a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, lâchant un rapide « Oh, tu es de retour », comme si j'étais le simple facteur. Connor et Madison, qui d'habitude accouraient en criant « Papa est là », après mes voyages, semblaient intimidés. Distants. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, Rebecca a prononcé une phrase qui m'a frappé de plein fouet: « Ils n'ont plus l'habitude de te voir ici. Tu es devenu un étranger dans ta propre maison. » Cette nuit-là, allongé à côté d'une femme qui me semblait plus lointaine que lorsque nous avions commencé à nous fréquenter, j'ai pris une décision ferme: je devais découvrir ce qui arrivait à ma famille, et régler la situation. L'enquête a commencé modestement. 12 ans passés dans le renseignement militaire vous apprennent à ne jamais tirer de conclusions hâtives. Il faut d'abord rassembler des données, analyser les schémas, et dresser un tableau complet de la situation avant d'agir. J'ai commencé par l'ordinateur portable de Rebecca, un MacBook Pro qu'elle utilisait pour son travail, mais qu'elle laissait souvent ouvert dans la cuisine pendant qu'elle préparait le café ou préparait les enfants pour l'école. Je disposais d'environ 10 minutes chaque matin, pendant qu'elle s'habillait à l'étage. La plupart des gens ne comprennent pas le fonctionnement des fichiers supprimés, ils ne disparaissent jamais. Vraiment. Lorsque vous supprimez un élément, l'ordinateur marque simplement 7 espaces comme disponible pour de nouvelles données. Tant que rien ne vient écraser cet espace, tout reste exactement là où il était. Rebecca effaçait son historique de navigation et vidait sa corbeille, mais elle ignorait tous deux l'existence des fichiers fantômes et de la récupération de cache. Il m'a fallu exactement 3h17 pour reconstruire l'intégralité de son empreinte numérique des 8 derniers mois. Ce que j'ai d'ailleurs découvert m'a profondément écœuré. Leur relation intime avait débuté en juin 2019. Les messages textes entre Rebecca et Ethan, qui commençaient comme de simples discussions d'affaires, étaient rapidement devenus très personnels. En juillet, ils se retrouvaient pour des déjeuners qui duraient plus de 3 heures. En août, Rebecca lui envoyait des photos d'elle portant de la lingerie fine que je lui avais achetée, posant dans
notre propre chambre pendant que je voyageais pour le travail. Cependant, cette liaison n'était que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, se cachait un plan détaillé, visant à détruire systématiquement ma vie. Rebecca et Ethan complotaient depuis des mois. Leur stratégie était sophistiquée, ciblant chaque aspect de mon existence. Ils prévoyaient de prétendre que j'utilisais mon équipement de sécurité pour espionner illégalement des concurrents, ce qui détruirait ma réputation professionnelle et déclencherait des poursuites judiciaires capables de mettre Reynolds Security en faillite. Ils comptaient soutenir que j'étais psychologiquement instable, obsédé par la surveillance et le contrôle, et potentiellement dangereux pour ma famille. La mère de Rebecca, la juge Patricia Walsh, devait intervenir pour garantir que la bataille pour la garde des enfants tourne en leur faveur. Son père, le sénateur Robert Walsh, utiliserait ses relations dans les milieux juridiques et d'affaires de Chicago pour m'inscrire sur une liste noire, m'empêchant ainsi d'obtenir de futurs contrats. Le document le plus destructeur était un projet de demande de garde, sur lequel Rebecca travaillait en secret avec l'avocat spécialisé en divorce, Lawrence Sterling. Elle m'y décrivait comme un bourreau de travail, émotionnellement distant, ayant abandonné ses responsabilités familiales au profit du gain financier. Elle affirmait que nos enfants avaient peur du comportement imprévisible de leur père, et de son besoin de contrôle excessif. Elle suggérait même que je pouvais être dangereux, en mettant en avant mon entraînement militaire intensif et mon accès à des équipements de surveillance sophistiqués, qui pouvaient intimider ou blesser les membres de ma famille. Chaque mot était calculé pour me détruire, et chaque mensonge était conçu pour paraître crédible aux yeux de juges qui ne me connaissaient pas. Rebecca et Ethan avaient passé des mois à monter ce dossier, qui devait leur accorder tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout en s'assurant que je ne puisse jamais m'en remettre. Pourtant, il y avait autre chose dans ces fichiers, une référence claire à une affaire judiciaire scellée datant de 2011, impliquant directement la famille Walsh. Il s'agissait d'un accident de la route, réglé très discrètement grâce aux relations de la famille. À ce moment précis, j'ai réalisé que je ne devais plus me contenter de jouer en défense. Je devais passer à l'offensive. Pour cette étape suivante, j'ai dû mobiliser mes compétences en renseignement militaire, des compétences que j'avais espéré ne jamais devoir utiliser contre des personnes que j'avais aimées. J'ai alors entamé une surveillance systématique de Rebecca et d'Ethan, documentant minutieusement leurs déplacements, leurs communications, ainsi que leurs activités financières. Installer du matériel d'espionnage dans ma propre maison me semblait irréel. Mais c'était devenu une absolue nécessité. J'ai utilisé l'équipement de mon entreprise, dissimulant de minuscules caméras dans les détecteurs de fumée et les cadres photos. J'ai aussi placé des micros, plus petits que des pièces de monnaie, dans le sac à main de Rebecca et dans sa voiture. J'ai également placé un traceur GPS sur ce fameux bracelet en diamant de 15 000 $ qu'Ethan lui avait offert. 2 semaines plus tard, je disposais de tous les éléments nécessaires. J'avais des vidéos en haute définition de Rebecca et d'Ethan dans des chambres d'hôtel, au Ritz-Carlton, au Four Seasons, et au Peninsula. J'avais des enregistrements audio de leurs conversations, où ils planifiaient de me détruire, évoquant les mensonges précis qu'ils diraient au tribunal, et la façon dont ils se partageraient mes biens. Les informations les plus précieuses provenaient du téléphone d'Ethan. Comme la plupart des criminels, il était devenu arrogant concernant sa propre sécurité. Son mot de passe était sa date de naissance, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ce qui aurait dû être un premier indice flagrant de son narcissisme. Une fois que j'ai accédé à son appareil, j'ai découvert l'ampleur réelle de leur planification financière. Ethan avait ouvert 3 comptes offshore, 2 aux îles Caïmans, et 1 en Suisse. Il transférait systématiquement de l'argent depuis le compte d'investissement qu'il partageait avec Rebecca, prévoyant de
disparaître dès que le divorce serait prononcé, une fois que Rebecca aurait réclamé la moitié de mes biens. Les chiffres étaient stupéfiants. Au cours des 6 derniers mois, Ethan avait transféré 340 000 $ vers ses comptes offshore. Cet argent provenait de nos investissements communs, des bénéfices de l'entreprise de Rebecca, et même d'un prêt qu'il avait contracté en utilisant notre maison comme garantie, sans jamais m'en parler. De plus, il avait réservé un billet aller simple, en première classe, pour Monaco, pour le 15 mars, soit exactement 2 semaines après la date à laquelle Rebecca prévoyait de déposer sa demande de divorce. Son plan était évident, laisser Rebecca me détruire au tribunal, récupérer la moitié de mon argent, puis disparaître avec ce magot volé, tandis qu'elle resterait en arrière pour jouer le rôle de l'ex-épouse blessée. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un vol organisé à grande échelle. L'enquête sur les secrets enfouis de la famille Walsh a duré 3 semaines, mais elle m'a fourni les informations les plus précieuses que j'ai jamais rassemblées. L'affaire judiciaire scellée de 2011 concernait le jeune frère de Rebecca, Timothy Walsh, qui avait tué une famille entière alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Les victimes étaient Maria Rodriguez, 34 ans, infirmière à l'hôpital Children's Memorial, son mari Carlos Rodriguez, 36 ans, ouvrier du bâtiment, et leur fille Isabella, 8 ans, et Sophia, 5 ans. Ils rentraient chez eux après avoir fêté l'anniversaire de la petite Sophia chez Chuck E. Cheese, lorsque Timothy Walsh, ivre au volant de la Mercedes de son père, roulant à plus de 110 km/h dans une zone limitée à 50, a brûlé un feu rouge avant de s'encastrer de plein fouet dans le Honda Civic. Les 4 membres de la famille Rodriguez sont morts sur le coup. Timothy Walsh, quant à lui, s'en est sorti avec une simple côte fêlée. Sa mère, la juge Patricia Walsh, s'est alors assurée que son fils ne subisse jamais de réelles conséquences judiciaires. Les preuves ont été supprimées, et des témoins ont été intimidés pour qu'ils modifient leur déposition. Le procureur a été convaincu d'accepter un accord de plaider coupable, envoyant Timothy dans un centre de désintoxication privé pour seulement 6 mois, au lieu de la prison pour homicide involontaire. Son père, le sénateur Robert Walsh, a versé des contributions de campagne de l'ordre de 150 000 $ au fonds de réélection du procureur de district, garantissant ainsi définitivement la liberté de son fils. Pendant 12 ans, les proches de la famille Rodriguez ont tenté, en vain, d'obtenir justice. Chaque avocat consulté leur répétait que l'affaire était désespérée, car les preuves étaient scellées, et la famille Walsh possédait une trop grande influence politique. J'ai passé 3 semaines à vérifier chaque détail, à croiser les documents judiciaires avec les registres financiers, et à retrouver les témoins payés pour garder le silence. J'ai finalement rassemblé des preuves irréfutables que la famille Walsh avait corrompu le système judiciaire pour protéger un meurtrier. Je possédais désormais le moyen de pression nécessaire pour les détruire tous. Mais, dans un premier temps, j'ai laissé Rebecca et Ethan faire leur premier pas. Je voulais voir exactement jusqu'où ils seraient prêts à aller. L'appel est arrivé un mardi matin, au début du mois de mars. La voix de Laurence Sterling. L'avocat de Rebecca, débordé d'arrogance, Monsieur Reynolds, il est dans l'intérêt de tous que nous nous rencontrions pour discuter de la requête de votre épouse. Certaines questions se règlent bien mieux en privé, plutôt que par un procès public et houleux. Le bureau de Sterling se situait au 47e étage de la Willis Tower. Le mobilier était en acajou, les livres de droit reliés en cuir, et les murs étaient couverts de récompenses célébrant sa défense agressive en droit de la famille. Cet homme gagnait manifestement très bien sa vie en détruisant des maris. Il s'est assis derrière son immense bureau, tel un roi sur son trône, avant de faire glisser un dossier épais sur la surface polie. Voici les conditions de Madame Reynolds. Signez ces documents, et vous éviterez une bataille judiciaire que vous êtes, de toute façon, assuré de perdre. J'ai ouvert le dossier, et j'ai pris connaissance de ses exigences extrêmes.
Rebecca exigeait la garde exclusive de Connor et de Madison, tandis que je n'aurais droit qu'à des visites supervisées, un seul week-end par mois. Elle réclamait également notre maison, nos 2 BMW, 60% des actifs de Reynolds Security, soit environ 1,4 million de dollars, ainsi qu'une pension alimentaire de 8 000 dollars par mois pendant les 15 prochaines années. Sterling s'est adossé dans son fauteuil en cuir, savourant manifestement ce qu'il croyait être mon état de choc. Madame Reynolds possède des preuves substantielles de votre comportement inapproprié, notamment une obsession pour le matériel de surveillance, une absence émotionnelle chronique dans la vie de vos enfants, et l'usage de techniques d'interrogatoire militaire dans vos affaires, ce qui suggère une possible instabilité psychologique. Il a marqué une pause pour accentuer l'effet de ces mots. La juge Patricia Walsh a déjà examiné ces éléments préliminaires, et elle a indiqué qu'elle verrait d'un œil très favorable la demande de Madame Reynolds. La juge Walsh, la mère de Rebecca, est un membre très respecté de la magistrature fédérale, avec une réputation d'intégrité et d'impartialité irréprochable. Elle se récusera, bien sûr, de toute procédure officielle, mais son évaluation préliminaire aura un poids considérable auprès de ses collègues du circuit judiciaire. J'ai refermé le dossier, j'ai fixé Sterling pendant un long moment, puis j'ai plongé la main dans ma mallette pour en sortir une enveloppe marron, que j'ai posée délicatement sur son bureau. Remettez ceci à votre cliente. Et dites-lui de la lire très attentivement avant de décider du niveau d'agressivité qu'elle souhaite adopter. Sterling a froncé les sourcils, peu habitué à être congédié si facilement. De quoi s'agit-il exactement? Livrez-la simplement, Laurence. Et vous devriez peut-être commencer à chercher une nouvelle cliente. L'enveloppe contenait absolument tout, des photos en haute résolution de Rebecca et d'Ethan dans leur chambre d'hôtel, des copies imprimées de leurs messages planifiant ma ruine, des relevés bancaires prouvant l'argent qu'ils avaient volé sur nos comptes, et des documents financiers attestant des transferts d'Ethan vers ses comptes offshore. Plus important encore, s'y trouvait le dossier d'enquête complet sur l'affaire Rodriguez, enrichi de nouvelles preuves capables de traduire enfin Timothy Walsh en justice, et de détruire définitivement l'image publique si soigneusement bâtie de la famille Walsh. Le premier appel téléphonique est arrivé 6 heures plus tard. C'était Rebecca. La voix tremblante de rage et de terreur. Carter, il faut qu'on se parle tout de suite. Non, Rebecca, tout ce que j'ai à te dire se trouve dans cette enveloppe. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Ma famille a des relations dans toute la ville, ils peuvent te détruire d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Ta famille a des secrets, Rebecca. Des secrets sombrés. Horribles qu'ils ont passé 12 ans à cacher, et maintenant, je les détiens tous. Tu bluffes. Ah oui? Demande donc à ta mère ce qu'il en est de Maria Rodriguez, de Carlos, d'Isabella, 8 ans, et de Sofia, 5 ans. Demande-lui. Combien cela a coûté à ton père pour éviter à Timothy la prison, après avoir assassiné toute une famille? Le silence s'est installé au bout du fil pendant près de 30 secondes, lourd de sens, avant qu'elle ne murmure « Qu'est-ce que tu veux ?» La justice. Tu retires immédiatement ta demande de divorce, et tu signes un accord m'accordant la garde exclusive de Connor et de Madison. Ethan doit restituer chaque centime volé, et disparaître définitivement de nos vies. Quant à ta mère, elle doit démissionner de ses fonctions judiciaires avant que je ne transmette ce dossier au FBI et aux médias. Tu nous demandes de détruire nos vies, a-t-elle pleuré. Vous avez essayé de détruire la mienne en premier. La différence, c'est que tout ce que je détiens sur ta famille est rigoureusement vrai. Le deuxième appel est venu d'Ethan, 1 heure plus tard. Alors que Rebecca était terrifiée, Ethan, lui, était furieux, espèce de malade mental. Tu nous as espionnés comme un psychopathe. Je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre de détraqué tu es. Vas-y, fais donc.
Mais assure-toi de leur parler aussi des 340 000 dollars que tu as volés. N'oublie pas de mentionner tes comptes offshore, et ton billet aller simple pour Monaco. Je suis certain que Rebecca sera très intéressée d'apprendre quelle était ta stratégie de sortie. Le silence s'est fait au bout du fil. C'est ça, Ethan, je sais absolument tout. Chaque compte, chaque transfert, et chaque mensonge que tu as dit à Rebecca sur tes sentiments envers elle. Tu avais prévu de l'escroquer, elle aussi, tout comme tu m'as escroqué moi. Tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver, les relevés bancaires, les confirmations de vol, les reçus d'hôtel, ainsi que les preuves de chaque délit que tu as commis cette année. La seule question est de savoir si tu préfères faire face à des accusations ici, à Chicago, ou passer le reste de ta vie à fuir les enquêteurs fédéraux. Le troisième appel était celui que j'attendais avec le plus d'impatience. La juge Patricia Walsh, dont la voix habituellement si autoritaire était devenue faible et fragile, m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux exactement, Carter ?» J'ai déjà dit à Rebecca ce que je voulais, la justice pour la famille Rodriguez, des sanctions pour votre fils, et que votre famille sorte définitivement de ma vie. Tu me demandes de détruire ma carrière, ma réputation, et tout ce pourquoi j'ai travaillé durant toute ma vie. Vous avez détruit tout cela il y a 12 ans, en aidant votre fils à échapper à une accusation de meurtre. Je vous demande simplement de faire face, enfin, à vos responsabilités. Et si nous refusons vos conditions? Alors, Maria Rodriguez, Carlos Rodriguez, Isabella Rodriguez et Sofia Rodriguez obtiendront enfin la justice qu'ils méritent depuis 12 ans. C'est votre famille entière qui paiera le prix de vos actes. J'ai raccroché, sans même attendre sa réponse. Ce que je n'avais pas anticipé, cependant, c'était le niveau de désespoir d'Ethan. Lorsqu'il a réalisé qu'il était pris au piège. Le lendemain matin, j'ai découvert qu'il avait pris une initiative à laquelle je ne m'attendais pas. Rebecca m'a appelé à 6h47, pleurant de manière incontrôlable. Carter, Ethan est parti. Il a vidé tous nos comptes communs, et il a disparu. Il a tout pris, tout l'argent pour notre nouvelle entreprise. Absolument tout. Il me laisse sans rien. J'ai immédiatement vérifié les données de surveillance, la voiture d'Ethan n'était plus dans le garage de son immeuble, et son téléphone était éteint. Un appel rapide à un contact chez American Airlines a confirmé mes soupçons, Ethan Morrison avait réservé un vol d'urgence pour Paris, qui avait décollé à 23h30 la veille. Ce lâche avait paniqué et s'était enfui, laissant Rebecca assumer seule la responsabilité de tout ce qu'ils avaient planifié ensemble. S'il te plaît, Carter, a supplié Rebecca à travers ses larmes, j'ai fait de terribles erreurs, mais nous pouvons arranger cela. Redevenons comme avant. Non, Rebecca. Tu as fait ton choix le jour où tu as décidé de détruire notre famille. Maintenant, tu devais en assumer les conséquences. J'ai immédiatement appelé un contact au FBI, un ami de mes années de service dans l'armée. Jake Murphy travaillait au bureau de Chicago, dans la section des délits financiers. Je lui ai fourni des informations extrêmement détaillées sur les comptes offshore d'Ethan, sur ses vols au détriment de l'entreprise de Rebecca, et sur sa fuite vers la France. En l'espace de 6 heures, les actifs d'Ethan ont été gelés par une ordonnance d'un tribunal fédéral. En 12 heures, son nom a été ajouté à la liste de surveillance internationale d'Interpol. 18 heures après mon appel, il a été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle. Alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol de correspondance pour la Suisse, un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. 2 semaines plus tard, nous avons une autre ultime réunion dans le bureau de Laurence Sterling. Rebecca était assise en face de moi, et elle semblait complètement métamorphosée par rapport à la femme pleine d'assurance que j'avais épousée 8 ans auparavant. Ses vêtements de marque étaient froissés, et son maquillage, d'ordinaire si parfait, était ruiné par ses larmes.
Elle ne pouvait pas s'arrêter de trembler. Les mains agitées, alors qu'elle fixait l'accord de garde et les documents de partage des biens étalés sur la table. Signe-les, tout simplement, lui ai-je dit. Rebecca regardait ces documents comme s'il s'agissait d'une véritable condamnation à mort. Carter, s'il te plaît, pense à Connor et à Madison, pense à l'impact que cela aura sur eux. Je pense à eux, justement, en leur apprenant que chaque action entraîne des conséquences. On ne peut pas bâtir sa vie sur des mensonges et sur la trahison, puis espérer que cela dure. Elle a fini par signer chaque document, l'accord de garde m'octroyant l'autorité parentale exclusive, et le partage des biens qui ne lui laissait que 50 000 $ en effet personnel. Elle a également signé des excuses formelles, rédigées par écrit, pour avoir mal interprété mon dévouement envers notre famille. Les répercussions ont été rapides et implacables. 3 jours plus tard, la juge Patricia Walsh a annoncé sa démission du tribunal fédéral, invoquant des problèmes de santé personnelle qui nécessitaient son attention immédiate. Cependant, tous ceux qui comptaient dans le milieu connaissaient la véritable raison, elle voulait éviter des poursuites fédérales pour corruption judiciaire. Dans la foulée, le FBI a rouvert l'affaire Rodriguez, grâce aux nouvelles preuves que j'avais fournies. Timothy Walsh a été arrêté au domicile de son père, sous les chefs d'inculpation d'homicide involontaire, d'obstruction à la justice, et d'association de malfaiteurs. Après 12 ans de liberté indue, il faisait enfin face aux conséquences de ses actes pour avoir ôté la vie à 4 personnes innocentes. La carrière politique du sénateur Robert Walsh s'est effondrée dans le scandale. Dès que son implication dans la dissimulation de l'affaire a été révélée au grand public. 30 années d'influence et de pouvoir, patiemment construites, ont été anéanties en l'espace de quelques semaines. Il a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat, prenant une retraite discrète pour tenter d'échapper à d'autres enquêtes. Quant à Ethan Morrison, il a été extradé de France 2 mois plus tard, inculpé de détournement de fonds, de fraude électronique, de blanchiment d'argent, et de complot en vue de commettre un vol. Les procureurs fédéraux lui ont proposé un accord, une peine de 7 ans de prison ferme, en échange de la restitution de l'argent volé, et de son témoignage contre d'autres complices impliqués dans ces délits financiers. Il a accepté. Rebecca a absolument tout perdu. Sa réputation dans les cercles mondains de Chicago a été anéantie, et ses affaires dans l'immobilier se sont effondrées dès que ses clients ont eu vent du scandale. Ses riches amis ont cessé de répondre à ses appels. Elle a été contrainte de vendre sa BMW, ses bijoux, et ses vêtements de créateur, uniquement pour payer des frais d'avocat qui dépassaient les 200 000 $. Elle a fini par trouver un emploi de réceptionniste dans une petite agence immobilière à Schaumbourg, pour un salaire de 32 000 $ par an, soit à peu près ce qu'elle dépensait autrefois, en un mois, pour s'acheter des sacs à main. Le style de vie luxueux auquel elle avait été habituée depuis l'enfance avait disparu à jamais. Quant à moi, j'ai récupéré mes enfants. Connor et Madison vivent désormais avec moi à plein temps. Pour la première fois depuis des années, notre maison ressemble à un véritable foyer, et non plus à un champ de bataille. Ils ont maintenant 8 ans, un âge où ils commencent à comprendre que, parfois, les adultes font de mauvais choix, et que les familles changent. Mon entreprise, quant à elle, n'a jamais été aussi prospère. La nouvelle de la manière dont j'avais géré la trahison de Rebecca et d'Ethan s'est rapidement propagée dans le milieu des affaires à Chicago. Des clients ont commencé à me solliciter personnellement, car ils savaient que j'étais capable de les protéger contre n'importe quelle menace, qu'elle soit externe ou interne. Reynolds Security Solution compte désormais 28 employés, pour un chiffre d'affaires annuel de 4,2 millions de $. Cependant, le changement le plus important réside dans la façon dont je passe mon temps. Tout le matériel d'espionnage a disparu de la maison. Les séances de travail nocturne ont été remplacées par des histoires lues avant de s'endormir,
et par des crêpes aux pépites de chocolat le samedi matin. J'entraîne l'équipe de baseball de Connor, les Lions de Lincoln Park, et j'aide Madison à réaliser ses projets artistiques. Je suis désormais présent dans leur vie comme je ne l'avais jamais été, car je mesure pleinement ce que j'ai bien failli perdre. 6 mois après la finalisation du divorce, assis dans mon jardin par une douce soirée d'été, je regardais Connor et Madison courir à travers les jets d'eau de l'arroseur automatique, riant si fort qu'ils en perdaient le souffle. Leur joie était pure, innocente, et ils ignoraient absolument tout de la guerre que j'avais dû mener pour préserver leur enfance. J'ai réalisé, à ce moment-là, que Rebecca avait eu raison sur un point, pendant trop d'années, j'avais privilégié mon travail au détriment de ma famille. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais, chaque décision que je prends commence par une question simple. Qu'est-ce qui est le mieux pour Connor et Madison? Les gens me demandent parfois si je regrette la manière dont tout s'est terminé, ou si j'aurais voulu sauver mon mariage plutôt que de le détruire. La réponse est pourtant évidente. On ne peut pas sauver quelque chose qui a été bâti, dès le départ, sur le mensonge. Rebecca et Ethan pensaient pouvoir me manipuler, car ils ne voyaient en moi que ce qu'ils voulaient bien voir, c'est-à-dire un mari obsédé par son travail, trop absorbé par ses affaires pour remarquer leur trahison. Ils se sont lourdement trompés sur ce point, comme ils se sont trompés sur tout le reste. Leur erreur leur a coûté absolument tout ce qu'ils croyaient posséder, tandis que ma patience et ma préparation minutieuse m'ont permis de récupérer tout ce qui comptait réellement à mes yeux. Je n'ai pas gagné par esprit de vengeance, ni par colère. J'ai triomphé grâce à une enquête rigoureuse, à une réflexion stratégique, et à la certitude que la vérité finit toujours par l'emporter sur le mensonge. Rebecca et Ethan se sont détruits eux-mêmes par leur cupidité et leur bêtise. Quant à moi, j'ai simplement veillé à ce qu'ils n'entraînent pas mes enfants dans leur chute. C'est là toute la différence entre la vengeance et la justice. La vengeance consiste à faire payer quelqu'un qui vous a fait du mal. La justice, elle, consiste à protéger ce qui est le plus précieux, en veillant à ce que chacun réponde de ses actes de manière appropriée. Aujourd'hui, mes enfants rient et jouent joyeusement dans le jardin. Mon entreprise protège les honnêtes gens des personnes malveillantes. Rebecca répond au téléphone, derrière un modeste bureau de banlieue, apprenant enfin ce que signifie assumer la réalité des conséquences de ses choix. Ethan, de son côté, compte les jours dans sa cellule de prison fédérale. Parfois, les gentils gagnent. Parfois, la patience et la préparation l'emportent sur l'arrogance et la cupidité. Parfois, la simple vérité suffit à tout régler. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, et activez la cloche de notification pour être informé de nos prochains récits.